Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener dans le département de l'Aude pour un week-end à Narbonne et au cœur de son arrière-pays, ce territoire méridional entre Méditerranée et vignes, entre massifs rocheux, étangs ou encore champs d'oliviers, qui offre une histoire antique et moyenâgeuse très riche et notamment un patrimoine classé absolument magnifique. Situé à environ 1 heure de route de Carcassonne, de Montpellier ou encore de Perpignan, vous allez constater que celle qui fut la capitale de la première colonie romaine hors d'Italie, eh bien, offre autre chose et ne se résume pas qu'à ses plages de sable blond, ses lagunes, ni même ses marais salants. Voilà ce qui vous attend. Soyez donc les bienvenus au pays du champion olympique Camille Lacour ou encore du grand Charles Trenet. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles et bienvenue dans mes échappées belles. Un week-end à Narbonne. C'est vraiment extraordinaire. C'est comme dans une petite bulle de savon qui flotte. C'est parfois renversant. Tu nous as fait une belle roulade, hein. Bon. Je suis fier de toi. Pour tous les styles. La première fois que je suis venu ici, j'ai été attiré par une atmosphère. Et depuis, je vis et je dors pour le Moyen-Âge. Longue vie à Dame Catherine! Et tous les âges. C'est ma 3e colonie, c'est ma meilleure colonie que j'ai faite. J'observe les oiseaux depuis l'âge de 5 ans. Vraiment, ça me fascine. Il y a une telle diversité d'oiseaux, on ne se lasse jamais en fait. Pour Jérôme Pitorin. Bienvenue dans la roseraie de Fontfroide. 1500 plants de différentes variétés de roses. Je m'attendais à voir un bel endroit et je ne m'attendais pas à être aussi surpris et émerveillé par ce lieu. C'est la carte postale. Tu connais le célèbre film 37-2 ? Eh oui, t'as raison, ça s'est passé dans une maison ici. Exactement. Un week-end ressourçant. Salut ma belle. Oh, bah oui, c'est l'heure du câlin. Ouais. Au plus proche des éléments. Pas mal. Des fois, on dit que le vent, il rend fou. Bah écoutez, on s'est habitué et on fait notre vie avec. Voilà. Et même, c'est un élément important de notre vie. Bienvenue à Narbonne! Alors capitaine, on est en train d'amarrer ou on largue des amarres? On amarre. Bon. Salut Jérôme. Ça va Franck? Comment vas-tu? Super bien. Bienvenue à Narbonne, Côte du Midi. On dit Côte du Midi? Oui. D'accord. Bon écoute, je ne connais pas cette région. Je t'ai prévu un petit week-end exceptionnel. Bon. Tu vas bien dormir ce soir? Je te présente le bateau. On dirait une pièce de collection, il est superbe. Alors c'est une vedette hollandaise de 1962. Alors il n'y en a pas beaucoup dans le monde. On est 22 à voir ces bateaux-là. Je suis impatient de découvrir tout ça, moi. Je t'en prie. Merci bien. Attention à la tête. Oh, jolie barre. Tout en bois comme ça. Alors est-ce que toi, tu étais déjà dans cet univers de la navigation? Pas du tout. Non, c'est vrai? Pas du tout. Alors avant, je travaillais dans une banque. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Ah, je vois qu'il y a plein de petits détails. T'as rien laissé au hasard, là? Puis le pistolet. Je peux le prendre? Tout à fait. Donc le pistolet du capitaine. Donc voilà, on va rappeler les batailles navales, les batailles de corsaires. Ouais, les pirates et tout cet univers. Là, tu vas voir les cartes marines que j'ai dénichées dans une brocante. Tu vas voir les bouteilles de Porto, de whisky qui vont rappeler le commerce autour de l'alcool, la prohibition. Donc tu crées une ambiance autour du voyage, en fait. Voilà, c'est ça. Je vais faire mon curieux, mais je dors où alors? Tu as le choix dans la chambre du capitaine. Allez.
Très bien. Par contre, elle va te parler parce que là, on rentre dans l'univers voyage. Ah, ça, c'est original, cette forme de lit. On est sur un lit qui fait 2,20 m de long, 2,10 m. On dirait pas, hein? Là, c'est le triangle des Bermudes un peu, quoi. Exactement. Pour rester dans le voyage. Hein. Et comment elle est venue cette idée de réaménager un bateau comme celui-ci? Alors, avec mon associé Eric, en se promenant, on a vu ce bateau à vendre et on s'est dit pourquoi pas d'ouvrir une chambre d'hôte. Et aujourd'hui, ça marche très bien. Super, bravo. Et c'est fait avec beaucoup de goût. Est-ce que c'est une portion du canal du Midi? Alors non, le canal de la Robine, lui, il va relier l'Aude à la mer. Et donc il servait à relier la Méditerranée et Narbonne finalement. C'est ça. Il permettait en fait d'amener l'eau jusqu'au moulin du pont des Marchands et face au succès du commerce, ça permettait en fait de transiter les marchandises depuis la mer. Et aujourd'hui, il permet le développement touristique. Ouais. On est au cœur de l'île. Et le pont est original, là, pour le coup. Alors, c'est notre célèbre pont des Marchands. Et il n'y a en France que 2 ponts habités, avec des habitations au-dessus, dont un est à Narbonne, le pont des Marchands. Ok, donc fierté. Ah, une grande fierté narbonnaise. Oui, je sens ça dans ta voix. À quelques kilomètres de Narbonne, le canal de la Robine rejoint le canal du Midi, l'un des plus anciens canaux d'Europe, à être toujours en fonctionnement. Conçu par Pierre-Paul Riquet au XVIIe siècle, cet ouvrage est un joyau que ses amoureux tiennent à préserver et à faire vivre. Ben là, on va arriver à une écluse qui est assez belle parce qu'il y a toute une maçonnerie en pierre de taille. Il y en a 2 sur le canal de jonction. Elles ont vraiment une architecture assez particulière avec une symétrie, c'est très classique. J'aime beaucoup cette écluse parce qu'elle est particulièrement belle et elle est aussi particulièrement basse. Là, le jeu, c'est d'être parfaitement centré. Sinon, on passe pour un kiki, là. Regarde ça, comme papa dans maman. À l'époque de sa construction, le canal révolutionne le transport de marchandises. Il permet de désenclaver toute la région, de Toulouse à la mer Méditerranée. Parti du port de Sète, Jean-Marc poursuit sa tournée sur le canal. Alors là, on arrive à Salelles d'Aude, joli petit village sur le canal de jonction. Et on va livrer de l'huile d'olive que j'ai été chargé à Sète, directement sur le voilier qui l'a ramené de Grèce. Un transport pratiquement décarboné. Voilà, les portes viennent de s'ouvrir, alors je vais sortir et c'est vrai qu'on est un peu une source d'attraction parce qu'il n'y a plus beaucoup de péniches de ce gabarit-là sur le canal du Midi. Et encore moins de péniches de transport. Oh. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que Sandra, l'épicière du village, fait appel à ce service de livraison. Ça, c'est de l'huile qui vient de Sicile, un petit peu ardente, qui a du goût. Et ça, c'est de l'huile qui vient de Grèce, qui est plus douce. Qu'est-ce que je te mets 1, 2, 3, 5, un carton Non, mais je veux bien 2 bidons. Ok. Voilà. Je te donne celui-là. Si le transport de marchandises a fortement diminué depuis les années 70, Jean-Marc essaye de le remettre à flot en livrant des produits bio jusqu'à Bordeaux. Il faut absolument redévelopper le transport sur les voies fluviales françaises et européennes. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument incontournable. Et à 20 ans, on passait pour des fous. Aujourd'hui, ça commence à reprendre du sens et on comprend qu'avec des bateaux qui consomment moitié moins ou 4 fois moins ou 7 fois moins d'énergie que le transport routier, c'est ça qu'il faut privilégier absolument. Oh Denis! Salut mon ami! Alors? Tu peins les bateaux? Je peins la vie. Ah, c'est super. J'adore cet endroit. Bon, ça me fait plaisir de te voir. On boit un coup ensemble? C'est toi qui payes. Ciao. Ciao, à bientôt. Au revoir. L'autre figure du canal, c'est Denis, peintre bucolique.
Moi, ce qui me plaît ici, sur le canal et plus particulièrement ici, dans ce lieu, en fait, c'est d'abord d'être à l'extérieur. Et aussi rendre grâce à la nature. Voilà, il y a les reflets qui sont là, les arbres, ça bouge tout le temps, et puis la lumière qui est quand même magique. Et j'essaye humblement de traduire cette atmosphère. Salut! Merci beaucoup! Bon voyage! Hameau de 500 âmes, le Sommail et son pont très photogénique sont devenus l'emblème du canal. Alors ça, c'est le charme d'ici, le charme du Sommail. C'est un lieu de passage et donc obligé, on va dire, sous le pont. Et ce pont appelle à la halte parce qu'il y a les établissements pour, et ceci depuis des siècles. Au fil des années, Denis s'est mis à peindre des scènes de vie, en s'inspirant directement des guinguettes du Sommail. Le charme du canal, c'est ça, ce sont les ambiances, et puis aussi, ce qui est important, dans la vie en général, ce sont les rencontres. Le canal, on est libre en fait. Voilà, on a retrouvé ce sentiment. Voilà, il faut être là, au bon moment. Super! Là, Jérôme, pour comprendre l'histoire de Narbonne, on arrive sur la place de l'Hôtel de Ville. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça commence. Mais c'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même plusieurs époques architecturales qui se côtoient là quand même, non? Alors oui, on va être sur le Moyen-Âge, on va être sur la Renaissance, on va être sur l'époque moderne. Ouais. Mais l'histoire de Narbonne n'est pas là. Elle va commencer ici. Ah, ici? Je t'amène découvrir la Via Domitia. C'était l'autoroute romaine, 2 fois 2 voies, donc qui reliait Rome aux provinces ibériques. Donc là, on est au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, qui a été initié par Domitius Ahenobarbus. D'où son nom, quoi. D'où son nom, la Via Domitia. Alors aujourd'hui, Narbo-Marsus est enterré. Donc la ville entière est sous nos pieds. Tout à fait, et avec des vestiges faramineux, puisque le Colisée était un des plus grands colisées, après celui de Rome, dans la Narbonnaise. Donc tu veux dire que là, sous nos pieds quelque part, il y a un autre Colisée que celui de Rome? Bien entendu. Jérôme, je t'invite à rentrer dans l'hôtel de ville, qui était précédemment le palais des archevêques. Très bien. Et là, on traverse le temps. Puisque là, on est, pour te situer, au XIIIe siècle. On passe par le célèbre passage de l'Ancre. Superbe. Oh là là. Donc là, on repasse au Moyen-Âge. J'espère que le jet lag, ça va? Ça va, oui, oui. Ouais. Bah, je préfère rajeunir à choisir. Ouais. Côté assez atypique, cette cathédrale est impressionnante. C'est-à-dire qu'elle est très verticale, donc elle a une surface au sol qui est assez réduite et qui, au contraire, elle monte très haut, en fait. Et cette cathédrale n'a jamais été terminée. Ah, donc ce serait peut-être ça, il manque une partie. Il manque une partie. Ça permettrait, oui, de rendre les volumes, on va dire, un peu plus équilibrés. Parce qu'on est en pleine période de la guerre de 100 ans, et donc pour agrandir la cathédrale qui faisait partie des fortifications de Narbonne, il fallait casser la muraille pour agrandir la cathédrale, mais en pleine période de conflit. En fait, on a préféré la sécurité que l'achèvement de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur. Ça aurait rendu la ville vulnérable, évidemment. Jérôme? Oui, j'arrive. C'est que je cherchais l'ascenseur. Ah ben là, on a 162 marches. Ouais. Et l'ascenseur, c'est comme la cathédrale, inachevé. D'accord, pas terminé. Bon, ça se mérite, hein. La tour carrée, le donjon de notre ami Esselin. C'est étonnant qu'il y ait comme une petite cour intérieure. Et là, tu vas voir la vue exceptionnelle sur la Narbonnaise. Ah oui, on domine la ville complètement. Et alors raconte-moi, Franck, est-ce que tu as un endroit que tu préfères ici dans ta ville? On y est. C'est ça? C'est le donjon? C'est le donjon. Parce que
On a une vue exceptionnelle. Je suis quelqu'un qui aime prendre de la hauteur. Et cette vue me permet de réfléchir. C'est un point de vue qui me parle. Oh, dis donc, quelle façade! Donc, les Halles, qui ont été élus le plus beau marché de France. Et tu retrouves du coup ces figures narbonnaises. Donc tu vas retrouver des commerçants, tu vas retrouver des Narbonnais qui sont illustrés sur cette façade. C'est un endroit que tu fréquentes toi aussi, à titre Oui, personnel? Tu vas faire tes courses pour le bateau ici? Depuis longtemps, pour mes clients, pour le bateau et même pour moi. Ma grand-mère adore les fruits de mer, donc je vais aux Halles. C'est une institution. Et dis donc, il y a de la variété. Tu vois toutes ces couleurs. Bonjour. Enchanté. On regarde, hein, déjà on se nourrit avec les yeux, avec grand plaisir, tous ces beaux produits. Alors, est-ce que tu reconnais cette olive-là? La Luc. Elle est surnommée le diamant vert. Le diamant vert? C'est ça. Ouais. Merci. Elle est excellente. Elle a la chair tendre et savoureuse. C'est vrai que sa réputation n'est plus à faire. Elle est appréciée de tout le monde et tout le monde l'adore. On arrive, Jérôme, dans un de mes stands préférés, chez Josette et Magali, donc une famille de pêcheurs de Binge, et ça fait 3 générations. Oui, on peut les deviner, les 3 générations là. Donc tu as Josette, tu as Magali et tu as la petite fille derrière. D'accord, voilà, c'est 3 générations. Magali, salut. Et bonjour. Tu vas bien? Ça va, merci. Ouais. Toi aussi? Très bien. Je te présente Jérôme. Enchanté Magali. Alors comme je disais à Jérôme, je suis un fan d'huîtres. Oui. Je crois que lui aussi. On pourrait s'en faire une? Mais bien sûr, je vais vous en ouvrir quelques-unes. Allez, super. Les huîtres de Leucate. L'huître de Leucate. Ouais, c'est celle d'ici, de la région. D'accord, merci. Oui, j'imagine que tu les connais. Avec plaisir, merci beaucoup. Allez Franck. Merci. À toi. C'est une huître qui est pas trop salée. Et il y a de la mâche, comme on dit. Voilà. Il y a une bonne mâche dessus. Super bon. Alors, de la région quand même, hein, on a aussi les violets. C'est la pomme de terre de mer. Nous, on appelle ça, en langue patois, bajote, le bitchut. Le bitchut. Le bitchut. Et à l'intérieur, c'est comme un jaune d'œuf. Ouais, ok. Et on mange comme ça. Très bien. Je tire dessus. Oui. Franck, tiens un peu. Allez. Pas trop. Ouais, c'est très concentré en iode. Et la texture est marrante en fait. Tout à l'heure, Franck m'expliquait que vous étiez une famille. Alors, oui. Là, il y a plusieurs générations. Il y a plusieurs générations, oui. Depuis que je suis très petite, je viens à la poissonnerie tout le temps. Ouais. J'ai baigné dedans. Vraiment, ici, c'est toute ma vie, quoi. Bon, je trouve ça très beau, en tout cas, que les générations succèdent comme ça. Et j'imagine que sans doute ta grand-mère était cliente de votre maman. Et qu'inversement, chaque génération va se suivre, quoi. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de voir arriver votre petite fille? Moi, je suis enchantée. Ouais. Ah oui, ça m'a fait beaucoup plaisir. Elle me l'avait jamais dit tout ça. Si. Elle était contente que je sois là, mais elle m'avait pas... Donc merci d'être venue pour ça. Parce que voilà, je suis très contente de l'entendre. Eh ben, elle est enthousiaste et on sent qu'elle est passionnée. Donc oui. Vous avez su transmettre votre amour de votre métier et des beaux produits de la région. Bienvenue. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bien, merci. Quel est votre nom? Evie. Parfait. Je vois que vous restez 2 nuits, c'est bien ça? Vous avez déjà payé? Voici vos clés. Pour sa première fois en France, Evie, étudiante finlandaise, a décidé de faire une halte à Narbonne, comme 2 millions de touristes chaque année, dont un tiers d'étrangers. Merci. J'étais à la recherche de petites villes françaises et j'ai trouvé que Narbonne avait l'air charmante. J'aime son architecture et en plus, c'est proche de la mer, donc c'est super.
En seulement 30 minutes de route depuis le centre-ville de Narbonne, les vacanciers viennent flâner le long de la mer Méditerranée. À la colonie de vacances de la plage des Coussouls, c'est souvent une première pour ces 120 jeunes venus de toute la France. Allez les enfants, hip hip hip! Hurrah! Bip bip! Hurrah! Tigati gati! Aïe aïe aïe! Ati! C'est ma 3e colonie et c'est ma meilleure colonie que je pète. Allez, bon appétit, mangez bien. C'est une de mes satisfactions, ouais, de pouvoir donner la possibilité à des gamins de partir en vacances, de découvrir la mer, de découvrir des activités qu'ils pourraient peut-être pas faire chez eux parce que ça se fait pas ou parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Créée en 1939, cette colonie de vacances favorise le tourisme social et solidaire. C'est depuis ce haut lieu des compétitions de sport nautique que les jeunes de la colo vont découvrir les joies de la navigation. Salut, bonjour à tous. Ça va? Vous avez bien dormi? Vous êtes en forme depuis hier? On va monter dans le bateau et on va faire un départ de plage en faisant attention aux bateaux qui sont déjà ici et en faisant le plus de sécurité possible. Voilà. C'est bon? Voilà, alors, on reste en volant. Voilà. Très bien. On est à combien là? 3, 4 nœuds? Ouais, 4,5. 4,5. Voilà. Donc maintenant on va faire la manœuvre d'homme à la mer. Donc, à votre avis, quelqu'un qui est dans l'eau, on va la récupérer comment? Par l'avant, par l'arrière ou sur un côté? Une personne qui tombe à l'eau, on la récupère sur le côté. Sur un côté, très bien. Parce que par l'avant, évidemment, on peut lui passer dessus. On peut lui passer dessus. Je vais jeter une bouée et on va faire cette manœuvre. Alors attention, un homme à la mer. Hop, tout de suite, un petit coup de... Voilà, hop, et on redresse. Très bien. C'est une première manœuvre réussie pour Léa. Très bien. Alors j'ai décidé de faire cette colo permis bateau parce que où j'habite dans les Hautes-Alpes, il y a beaucoup de lacs et j'habite pas loin de la mer aussi, donc c'est vachement pratique. Et dans ma famille, il y en a beaucoup qui ont le permis bateau, donc c'est un peu dans mes gènes, donc voilà. Allez, attention, un homme à la mer. Allez, hop, D'ici quelques jours, elle et ses copains devraient décrocher leur permis bateau. Non loin de cette plage, on trouve aussi de nombreux étangs propices à la détente. Vous pouvez nous aider à ranger les paddles? Allez, go. Dans le coin, j'y venais énormément quand j'étais petit. Pour pratiquer la planche à voile, j'en ai fait énormément de temps. Avoir l'opportunité de travailler à un endroit où tu as été en vacances, du coup, tu n'as pas l'impression de travailler. Et surtout que tu reviens avec un cadre comme celui-là et les gens aussi agréables qu'ils soient, pas envie d'aller travailler ailleurs. Étudiant dans le Jura, c'est la 2e année consécutive que Jules vient faire une saison dans ce centre nautique. Là, j'installe le ponton flottant. On a des apéros flottants qu'on vend. Et donc les clients vont prendre le ponton là tout à l'heure et vont pouvoir aller se poser où ils veulent sur l'étang pour prendre l'apéro pendant 1h30. Tu auras juste à la pousser et à l'enlever au moment de... Ça, c'est les vacances. On se répartit dans les coins et sur les côtés. Évidemment, personne devant ou derrière, parce que c'est vachement dur de pagayer devant ou derrière. Alors, mets-toi sur le côté, puisque du coup, il va avancer comme ça. Donc, si tu es à l'avant, tu vas avoir du mal à pagayer. Donc, répartissez-vous sur les côtés. Pousse avec ta main. Non, comme ça. Passe un bon moment. À tout à l'heure. Pour les petites vacances, là. Bah oui. Petites vacances à Narbonne. Oui. C'est sympathique. En embarquant pour cet apéro flottant, ces Narbonnaises sont venues chercher du dépaysement à 2 pas de chez eux. C'est vraiment extraordinaire. C'est comme dans une petite bulle de savon qui flotte. Et le temps passe, c'est splendide. Après avoir travaillé toute la semaine, on se retrouve dans des endroits hors du temps. De son côté, Jules et son équipe fêtent la fin de la saison. Voilà, une fin de saison de rebondissement. En se promettant déjà de se retrouver l'année prochaine.
Ouais. Et bonjour. Ça va, Franck? Est-ce que tu as bien dormi? Super bien. C'est vrai? Oui, franchement. Bon, je t'amène le petit déjeuner. Waouh, royal. Croissant et de la confiture de ma grand-mère. Oh. Bon, je te rejoins. J'arrive dans Allez, une minute. Super. Je suis là, capitaine. Installe-toi. Oh là, tu m'as préparé un petit déj. C'est le petit déjeuner du capitaine. Hein. Alors, un petit café tout chaud, là. Je vais faire honneur à ta grand-mère, alors. Je pars sur la fraise. Et c'est Mamie Nubian. Hein. Ah, attention. C'est son surnom? Oui. Elle porte le nom du bateau. Exactement. Et je vais même te dire plus, c'est la marraine du bateau. Officielle. Elle a quel âge, ta grand-mère? Mamie, elle a 86. Ah ouais. Et Mamie, voilà, à sa petite échelle, elle participe. Elle est heureuse. Ouais, elle doit être fière de pouvoir... Et moi, je suis très fier de ma grand-mère. Ouais, ça se sent. Elle s'appelle comment, ta grand-mère? Mamie s'appelle Huguette. Ah bah, tu l'embrasseras, Mamie Huguette, pour moi. Elle sera contente. Bonjour. Salut, Margaret. Bonjour, bonjour. Ta voisine, vous vous connaissez tous sur le canal? Ouais. C'est une petite famille à part. On se connaît tous. Ouais. Donc il y a une solidarité et la vie sur le canal est complètement différente que la vie à quai. Ouais. Parce que justement, mais voilà, on sort de terre, on est sur mer et donc du coup c'est un autre monde. On appartient à la même famille. Bon Jérôme, prends des forces parce que je vais t'amener découvrir la nature sauvage de la Côte du Midi. Ah, magnifique. C'est absolument magnifique là. On a quitté Narbonne, le centre-ville, et en 15 minutes, on se retrouve dans ce décor de nature. C'est formidable. Un décor ça. exceptionnel, sauvage. C'est quoi? C'est un étang, ça? Donc ça, c'est l'étang de Bages. Ok. Et tu vois le village de Bages qui est juste en face, tu vois le clocher. Sur le promontoire rocheux? Exactement. Okay. Donc c'est un village typique de la Côte du Midi. Ça offre un spectacle tout à fait exceptionnel parce qu'on est entre terre et étang, vigne, soleil, tradition de pêche. Est-ce que là, on est dans la zone qui fait partie du parc naturel régional? On est au cœur du parc, donc zone bien sûr protégée. De la Narbonnaise. De la Narbonnaise, Côte du Midi. Et c'est un étang authentique, sauvage, et qui me rappelle d'énormément de souvenirs. Comme quoi, par exemple? Alors, j'y allais avec papy à l'époque. On allait pêcher la saucanelle à la ligne. La saucanelle? Donc tu as le médaillon, la saucanelle et la dorade. Donc c'est la même famille. Une petite dorade? C'est une petite dorade. Ok. Ici, tu as ce dégradé de couleurs, c'est un tableau. C'est un bonheur absolu. Ce vent qui est vivifiant. Et qui fait du bien avec ce soleil. Ah, c'est des flamants roses. Quelle merveille. L'animal typique forcément de nos étangs. Il est atypique ce quartier là. On est où? Alors là on est dans le fameux quartier des chalets de Gruissant. Ah c'est ça les chalets de Gruissant. Ah oui c'est marrant parce que je ne les voyais pas surélevés comme ça, j'en ai entendu parler. Oui parce qu'en fait à la fin du 19e on commence à construire ces petites cabanes de pêcheurs où les gens vont venir commencer à faire du tourisme balnéaire. Ouais. Et avec les coups de mer, forcément les premières cabanes parce que la sont mer est là, inondées. Oui. Exactement. La mer est on est 200 mètres quoi. On est très très proche. Et les premiers chalets se sont fait balayer par les nombreux coups de mer. Donc c'est unique en France. Et aujourd'hui en fait ça s'est tellement développé
qu'on dénombre plus de 1200 chalets. Sur le quartier où on est, Exactement. ce ne sont que des chalets sur pilotis et il y en a plus de 1000. Exactement. Waouh. C'est à perte de vue en fait. Ça ne s'arrête jamais. C'est la carte postale. Et d'ailleurs, tu connais le célèbre film 37-2. Eh oui, t'as raison. Ça s'est passé dans une maison ici. Exactement. Le Ça a Bellex. été filmé ici, au D'accord. chalet. Ah oui, avec Béatrice Dalle et Jean-Louis Anglade. D'accord, ça a été tourné ici. Bon, Jérôme, je sais pas qu'est-ce que t'en dis, mais on pourrait aller se faire une petite douzaine. Bon, c'est pas l'heure de déjeuner. Ouais, on n'est pas loin, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Pour Bon, nous mettre tu sais en que appétit. j'aime ça. Oui. Voilà. Et je suis pareil. Je pense que ça peut faire un petit rendez-vous sympa. Bon, t'as l'air de connaître une adresse, toi. Alors, bonjour. 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 Ah oui, je comprends le principe. On achète ses produits. C'est ça. Donc en fait, c'est le marché de la mer. Tu choisis tes huîtres, tes bébêtes. Et on déguste Donc, sur tu peux déguster sur place, mais aussi tu peux l'amener pour chez toi ce soir ok. si tu veux faire des moules. Super, il y a des belles bébêtes là. C'est quoi, des numéros 2 C'est des numéros 2 ici. Ça me paraît bien ça. Une petite douzaine, numéro Ouais, 2. ouais. Mais, Vous pouvez nous faire un petit assortiment, langoustine, crevettes, bulot. Allez, je vous fais ça. Bon, Jérôme, tu es prêt? Je sais pas, je reste derrière toi parce que s'il y a des choses qui chutent, tu vois, je suis là en sécu. Hein. Mais je lâche jamais un plateau de fruits de mer. En plus, on va avoir une vue La vue est panoramique sympa, hein. là. Donc tu as le massif de la Clappe qui est derrière toi. Ok. Et derrière nous, tu vois la chaîne des Pyrénées qui se jette dans la mer. Je te laisse te servir. Hein. Ouais. Petite langoustine. Salut les gars, ça va Franck? Greg, salut. Et vous avez oublié l'essentiel. Oui, c'est vrai. Ça va avec. Hein. Bon. Enchanté, Jérôme. Jérôme, Greg, enchanté. Donc Grégory, donc, qui est le patron de ces lieux et pêcheur. C'est-à-dire que tu as ton bateau et tu... Oui, là j'ai mon bateau en bas, j'ai mon bateau pour les moules et mon bateau de pêche. J'alimente mon restaurant qui est en bas. Ah oui, donc tu passes tout ton poisson là. Ouais. Donc c'est la pêche du jour, quoi. C'est la pêche du jour que du local. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Et bien voilà. On va se régaler, je pense. J'espère bien. Allez, merci. Hein. Bonne dégustation. Merci beaucoup, Greg. Santé, Jérôme. À ta santé, Franck. Et je te remercie de m'avoir fait partager ta passion, puis la nature aussi, que tu connais très bien ici. Tu vois, je suis à la moitié de mon week-end et j'ai déjà... c'est parti fort. Ouais. Bon. Allez, longue vie au capitaine. Ah, ils sont beaux les raisins là. On a une belle année. Bon bah il n'y a pas besoin de trier, la vendange est parfaite. Ils sont bien mûrs, hein, en les goûtant, c'est... Ouais. Ah oui. Voilà, des beaux grenaches qui ont 22 ans, qu'on a plantés quand on s'est installé ici. Cultivées de façon 100% naturelle, les vignes de Magali s'étendent sur 20 hectares. Allez, on y va? Allez, on y va! Après avoir exploité des vignes dans le Beaujolais, le Jura et le Mâconnais, elle s'est donné un nouveau défi en venant à Périac-de-Mer. Quand je me suis installé en 2000, la région n'était pas réputée pour les vins. C'était une région de grosse production avec des gros rendements. Mais on voyait clairement qu'il y avait moyen de faire des vins de qualité avec des plus petits rendements, parce qu'on a un climat qui est parfait, très ensoleillé, un beau terroir, des sols argilo-calcaires ici, très propices à la vigne. Pour se lancer dans cette nouvelle aventure, Magali a su s'entourer des meilleurs compagnons. Salut ma belle. Oh, bah oui, c'est l'heure du câlin. Oh, Copita. Oh, Riquita. Oh là 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 là. Il y a 3 jardiniers dans le domaine des Deux Ânes. Donc ils s'occupent de tailler la vigne l'hiver. Voilà, ça nous fait bien gagner du temps. Et quand la taille est finie, on les met autour des vignes. Ils mangent les herbes, les broussailles, les ronces, ils défrichent tout.
Comme ça nous protège des incendies. Et puis eux, ça fait des beaux ânes avec un beau poil. Voilà. En plus du travail des ânes, Magali met à l'honneur une autre pratique ancestrale, le pigeage. Allez, mettez-vous chacun d'un côté. Il faut bien vous enfoncer, sans trop piétiner pour extraire en douceur. Grâce à cette technique qui consiste à enfoncer les matières solides dans le mou liquide, les fils de Magali libèrent les arômes du vin, non sans effort. Là, ça chatouille un peu les jambes, hein. Il y a des bulles qui remontent là. Ça, c'est le terroir, ça. Rinçage. Après cette étape, on va pressurer cette cuve et ce vin sera prêt à boire dans un an environ. D'ici là, le vin de Magali s'ajoutera peut-être à la carte des grands buffets. Véritable institution de Narbonne, ce buffet d'exception propose aux clients des mets dignes des repas de fête. Ce qui fait aussi sa réputation, c'est son plateau de 111 fromages. Plus grand plateau au monde pour un restaurant, il lui a valu son entrée au Guinness des records. Voilà, tu me disposes tout comme d'habitude, Walter. Je ne sais pas qui je n'ai pas salué. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, bonjour. Pour mettre en valeur ses produits, Louis, le fondateur, ne laisse aucun détail au hasard. C'est très important d'éclairer les produits, c'est un peu notre signature de mettre des éclairages de très haut niveau qui s'inspirent tous du théâtre. C'est un peu le type d'éclairage de certains musées aussi pour mettre en lumière les sculptures ou les objets. Son goût pour la mise en scène se retrouve aussi dans les salles majestueuses du restaurant, toutes dédiées à une époque. Nous sommes ici dans la salle à manger ou le salon Jean de La Fontaine. Ce sont les ateliers de France qui ont fait cette réalisation. L'atelier de France, ils viennent de faire l'hôtel de la Marine, ils interviennent à l'Élysée ou à Versailles. Et donc on est dans la grande tradition des arts décoratifs. L'ensemble des dorures a été fait à la feuille d'or. Il y a 18 000 feuilles d'or pour orner les colonnes. C'est la haie d'honneur, la haie de sourire. Chaque jour, l'équipe du restaurant accueille 1000 clients venus des 4 coins de France et de l'étranger. Je vous souhaite de passer un bon moment parmi nous. Merci. Pour la somme de 47,90 €, il plonge dans cet univers hors du commun où la gastronomie française est sous le feu des projecteurs. Avec plaisir, madame, le Saint-Jacques à la Ventouse. Mesdames, Messieurs, découvrez le canard au sang, plat emblématique de la gastronomie française. C'est compliqué de faire un choix parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Je vais peut-être partir sur du saumon. Voilà, une belle tranche. On va pas trop charger sur l'entrée, je pense qu'on est bien là. Venu de Marseille, Sébastien a réuni sa famille ici pour fêter l'anniversaire de sa femme. Ah bah t'as pris du homard, chérie. Bon appétit. C'est un restaurant d'exception et on est super content et hâte à chaque fois de venir. Là c'est la 4e fois et toujours aussi ravi d'arriver dans ce type d'endroit et ce type de salle. C'est souvent réservé à un cadre un peu prestigieux et là ça permet de pouvoir se l'offrir assez facilement. Très bon. On est là pour se faire plaisir et peut-être sans limite et sans contrainte. Mes références, ça serait plutôt Gargantua et Pantagruel, ça serait plutôt ces origines littéraires où on retrouve des repas, des banquets, des repas de fête où la table revient d'une façon permanente dans les propos. Et surtout, pour moi, c'est le maître mot dans la restauration, c'est la générosité. Avec son buffet à volonté, Louis a réussi à faire voyager les amoureux de la gastronomie
dans sa folie des grandeurs. Simone? Oui. Ah, salut Jérôme. ça va Simone? Ça va, mais tu sais, tu peux m'appeler Nénette. Hein. Ici, tout le monde m'appelle Nénette. Nénette? Ouais. C'est un diminutif de Simone, c'est clair. Simonette et Nénette. Ah, pas mal. Ah, ben écoute, bienvenue à Tournebelle. Hein. Tournebelle, ouais. Voilà, Tournebelle, c'est mon domaine. C'est ta manade. Voilà, c'est ma manade. Bon, tu sais ce que c'est une manade? Manade, c'est élevage à la fois de chevaux et de taureaux, de vaches. Mais surtout de race Camargue. Et le fait d'être dans l'Aude, on a le droit quand même d'élever des races camarguaises ici? Oui, le droit, oui, on a. T'as la Camargue, c'est entre les deux bras du Rhône, ça c'est la vraie Camargue. Et après, de Béziers à Sigean, c'est la Camargue de l'Aude. Pourquoi? Parce qu'on a la même faune et la même flore qu'en Camargue. On a tout pareil, sauf le nom du vent. Là-bas, quand le vent du Nord il souffle, c'est le Mistral, et nous, quand il souffle, c'est le Tramontane ou le Cerf. Alors, quel est ton programme du jour? Parce que quand je t'ai appelé, tu m'as dit... Tu vas vivre une journée avec nous, avec voilà, toute déjà, l'équipe. On va commencer par aller nourrir les vaches, puis tu verras, le programme est long pour la journée, il n'y aura pas de problème. Ok, ça marche avec. Allez, on y va. Et alors, tu as un domaine qui s'étend sur quelle superficie? Le domaine, il est tout en longueur, il fait 3 km de long et il fait à peu près 80 hectares. Ah ouais? Ouais. Et c'était comment quand tu es arrivé ici? C'était déjà une manade? Non, c'était un élevage de faisans. De faisans? De faisans. Ah non, c'était impressionnant. Tout ça, c'était que des volières. Aïe. Allez, à table. Allez, oui. Elles ont vu le casse-croûte arriver là. Elles ont des très jolies cornes. Elles ont toute une forme différente, on a l'impression qu'elles sont presque même pas symétriques. La particularité de la vache Camargue, c'est qu'elle a les cornes en forme de lyre. Et alors, t'as combien de bêtes là sur cette parcelle? J'en ai 120. Bon, enfin, on va commencer à défaire la ficelle. Tu te sens le courage? Ah bah bien sûr. Allez, on y va. Ah bah bien sûr. Tu gardes bien la voiture toi, hein, je te surveille. Hein. Et je te présente Richard. Salut Richard. Bonjour. Qui me file la main. On te regarde faire, hein? Ouais, je vois bien, ouais. Tu travailles bien quand même, hein? Bah, il faut bien que vous appreniez votre métier. Voilà, hein, tu as raison, hein? Alors, est-ce que tu veux le crochet ou pas? Oh, je vais te le laisser, galanterie oblige quand même. C'est gentil. On va se mettre à genoux. Ah oui? Parce que normalement, on peut le faire debout. Oui, mais je veux pas que tu te casses la figure. Ouais, c'est pas stable. C'est la première fois. Ok. Donc, on va demander à Richard d'avancer. Et là, de chaque côté. En voiture, Simone! Non, c'est moi. Ah, c'est toi, oui. Ça marche pas, c'est toi au volant. Allez, vas-y. Tu veux que je te fasse? Voilà. Ouais, pas mal. Pas mal. T'as fait ça toute ta vie, donc. Servez-vous. Allez, on y va, on se sert. Tu vois, t'as vu? Elle l'aurait mangé, hein? Oh, toi, tu donnes des petits trucs. Bah, j'ai pas de crochet, moi, mais tu n'as pas voulu. Ah, bah, mais j'ai pas voulu. Et oh, attends, laisse-moi un peu quand même. Mais tu vas pas assez vite, enfin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il tout devient, tiens, voilà, ça prendra. Attention que vous avez le tau. Il est où? Là, en face de toi. Ah ouais, attends, ne bouge pas. Vas-y, accélère un peu. C'est le taureau, là? Ouais. Ah oui. Voilà, c'est bon. Bon, quelles sont les caractéristiques alors de cette vache Camargue? Elle est petite, ouais. Toute noire, trapue, très rustique. C'est jamais enfermé dans une étable. Ouais. Mais après, quand tu leur donnes à manger comme ça, elles sont assez sociables. Par contre, quand elles sont enfermées dans une arène, là, c'est pas la même chose. Hop. Oui, t'es bon, toi. Un cours de surf, là. Moi, c'est plus de mon âge.
Des changements de direction. Là, tu arrives à la carrière de travail, donc c'est un enclos, tu vois, où Aude, là, est en train de faire un exercice avec les petits chevaux Camargue. Allez, on continue. À l'origine, c'était un tout petit cheval, c'était à la limite du poney, il faisait 1m35 parce qu'il vivait tout le temps en extérieur, dans les marécages. Donc il fallait qu'il soit petit, raplot et très énergique parce que bon, quand tu vas au milieu des taureaux, il faut quand même que ça soit assez vif. Ramène pas ta main dans ton ventre, tu vois, sinon elle recule. Que ta jambe, voilà. Et donc Aude, elle donne un cours de quoi là? Alors, d'équitation de travail, c'est la monte Camargue. Donc elle a l'avantage, c'est qu'elle a commencé avec moi, je lui ai pratiquement tout appris. Elle a fait sa formation pour être dans les règles. Et là maintenant, elle apprend aux jeunes. Et en 1 an, 2 ans, ils peuvent aller monter dans les taureaux. Aude, s'il te plaît. Oui. C'est le brouillard narbonnais là? Là, on est en plein dedans. Ouh là là. Eh bien Aude, je te présente. Salut Aude. Jérôme. Bonjour Jérôme. Ça va? Ça va bien? Oui, ça a l'air, hein, tu as l'air de... Oui, petit entraînement pour les jeux gardiens parce qu'il y a aussi tout un côté spectacle. Ok, et ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Plus de 15 ans. Ah oui. C'est vrai que là, elle connaît très très bien son métier, que ce soit dans les taureaux ou dans l'équitation, elle est très... C'est pas pour jeter des fleurs, hein. Elle me connaît, quand ça va pas, je lui dis. Hein. Donc elle en a sur sa chemise, de toute façon. Donc, alors, est-ce que ça veut dire qu'à terme, tu verrais, par exemple, Aude reprendre entièrement la manade après toi? Pourquoi pas? Ouais, c'est un truc qui te plairait, toi? Ça me plairait. Ah! Mais alors, on n'a pas fini de s'engueuler. Oui, mais ça, c'est bon. Mais tant qu'on s'engueule, c'est que ça va. C'est bon signe. Allez, on est parti. C'est parti. On va aller visiter un peu le domaine, faire une petite balade. Alors toi, tu es originaire de la région? Oui, je suis originaire de Bages, donc de l'autre côté de l'étang. Ah ouais, donc oui, tu es à domicile, j'ai envie de dire. Tu t'es retrouvé. C'est ça. Ce serait plus rapide pour moi de venir en bateau. Ouais. Et tu as commencé l'équitation à quel âge alors? J'avais 8 ans. Ah. Oui, j'ai commencé quand même assez jeune. Et par hasard, un jour, je suis venue voir ma sœur qui était en stage ici. Et c'est vrai que le mode de vie des chevaux et l'ambiance m'a bien plu. Donc je suis jamais partie. J'ai toujours aimé les animaux, toujours aimé les chevaux. Je pense que cette passion me vient de mon grand-père du coup qui était viticulteur et qui à l'époque labourait les vignes, tout ça avec les chevaux. Donc il y a quand même toujours eu des chevaux dans la famille au fil des ans. Il y a un petit côté Far West, je trouve quand même, hein, avec ces grandes plaines là. Et il y a quelques oiseaux, là, c'est quoi, des aigrettes? C'est des aigrettes garde-bœufs. En fait, elles sont souvent avec le bétail ou avec les chevaux. Ouais. Et elles leur enlèvent les mouches, les moustiques. Voilà notre petit étang privatif. Dis donc, on dirait les flamants roses au fond, c'est ça? Enfin, roses, ils sont rose clair là, ceux-là. Ils sont rose pâle au-dessus et quand ils déploient les ailes, vraiment, on voit bien la couleur rose bien pétard. Et la manade, elle est située sur une zone protégée? Donc on est sur une zone protégée. Le domaine, il n'est pas à nous. C'est le conservatoire du littoral qui, du coup, nous permet de pratiquer notre activité ici toute l'année. Je vous ai amené là une patte de balbuzard pêcheur. J'espère qu'on en verra aujourd'hui. On est en pleine période de migration. Et donc là, vous voyez, là, il y a les serres très très recourbées, donc pour capturer le poisson. Et comme les poissons, c'est glissant, donc là, il y a des pelotes antidérapantes. Ouais. On voit bien que les oiseaux, c'était des reptiles quand même. Hein. Là, tu le vois bien sur les pattes. Hein. C'est des écailles, hein, comme un serpent. Hein. Les étangs du parc naturel régional de la Narbonnaise font partie des plus grands couloirs migratoires d'Europe. Ils se sont imposés comme une destination très prisée pour l'observation des oiseaux. Ouais, c'est pas mal là.
direction de voir un flamant rose baguet là-bas. Ah oui. Il y en a pas mal de baguets. Alors dedans, bon, il y a des oiseaux baguets en Camargue, d'autres baguets en Espagne. Avec son association Aude Nature, Dominique partage son émerveillement avec des ornithologues en herbe. J'observe les oiseaux depuis l'âge de 5 ans. Il y a quelque chose quand même qui me fascine chez eux, c'est qu'ils arrivent à faire des trajets tellement grands, tellement longs. Vraiment, ça me fascine. Il y a une telle diversité d'oiseaux qu'on ne se lasse jamais en fait. Non, non, là, à droite. Là, qui est en train de tourner là-bas, voilà, là-bas. C'est vraiment le spot idéal pour pouvoir photographier des flamants roses, des oiseaux en migration. Avec une lumière rasante sur un lever de soleil, on a vraiment des couleurs qui sont magnifiques. C'est vraiment dans la première heure du soleil où on a une teinte de rose qui tire même sur l'orange avec le soleil, quoi. Ornithologue depuis plus de 30 ans, Dominique est venu s'installer dans la région pour vivre sa passion au quotidien. Ce qui m'a attiré, qui m'a fait rester dans la région, c'est la migration. La migration des oiseaux, que ce soit au printemps ou à l'automne. Donc, c'est-à-dire localement, on peut pratiquement observer les oiseaux migrateurs 10 mois sur 12, ce qui est énorme. Donc là, on voit des spectacles fabuleux, quoi. Voir passer 3-4 000 cigognes dans la journée, ou des milliers de rapaces comme les milans noirs, ou les busards des roseaux, ou les bondrées, c'est assez fantastique. Et d'ailleurs, beaucoup de gens viennent dans la région, à Gruissant en particulier, entre Gruissant et Narbonne, uniquement pour observer les oiseaux migrateurs. En s'enfonçant un peu plus dans les terres, d'autres découvertes attendent les amoureux de la nature. La montagne Noire renferme un trésor. Le gouffre géant de Caprespine, l'une des plus belles cavernes d'Europe. On va aller sur la passerelle de verre pour voir le départ du parcours. On va descendre 200 mètres pour aller rejoindre la rivière souterraine et faire notre balade en canoë. Et alors on va descendre, mais il faudra remonter tout à l'heure. Regardez bien, vous mettez les pieds, ça glisse un petit peu là. Alors le cheminement qu'on emprunte là pour descendre, c'est le même que les premiers spéléologues qui sont entrés ici en 68 ont emprunté pour monter. Donc imaginez l'émotion qu'ils ont pu éprouver quand ils sont arrivés dans un tel volume et qu'ils ont découvert ce trésor souterrain. Je vais vous montrer quelque chose d'assez exceptionnel sur le parcours. Alors là, on va voir des perles de caverne. Celle-là, elle a plusieurs dizaines de milliers d'années. C'est des petits grains de sable qui vont être roulés par le sens de l'eau. Et au bout de plusieurs milliers d'années, il y a un dépôt de calcite qui se fait sur le gravier et ça donne des petites perles. Chef-d'œuvre de la nature, cet immense gouffre long de 25 km de galerie est le terrain de jeu rêvé pour ces explorateurs d'un jour. Voilà, assieds-toi ou mets-toi à genoux, comme ça te va bien. Attention de ne pas chavirer à l'embarcadère. Là, c'est bon. Hop là. Allez. Ça, c'est un des plus beaux endroits de la rivière souterraine. Ça. C'est à l'âge de 7 ans que Philippe a découvert le gouffre. Et avec lui, sa vocation de spéléologue. Le gouffre, c'est l'histoire de ma vie. Si je dois mourir un jour, autant que je meure sous terre. C'est ici que j'aimerais finir mes jours. J'ai toujours pratiqué la spéléo ici. Ça a été ma passion. Et l'avantage de ce réseau, c'est que ça reste un des réseaux du milieu souterrain qui n'a pas été exploré dans sa totalité. Et on a encore devant nous des dizaines d'années d'exploration. Philippe et ses confrères estiment qu'il leur reste encore un chaînon de 15 km à explorer. Une belle promesse d'aventure. Comment t'as fait? Je suis tombée 3 fois, c'est fait très froid, mais c'est génial. Je peux me dire que je me suis baignée dans la rivière souterraine du gouffre géant de Caprespine. Mais Nolwenn n'est pas au bout de ses peines. Pour immerger un peu plus les visiteurs dans son univers, Philippe a eu l'idée de créer un parcours de tyrolienne. L'acrobote, c'est vraiment s'immerger dans un univers fantastique. C'est des univers à la Tolkien, ça évoque le Seigneur des Anneaux, l'univers d'Indiana Jones. Voilà, on est transporté dans un monde différent et c'est une façon de profiter du milieu souterrain tout en le préservant, en le respectant.
C'est puissant quand même, hein. C'est puissant, puissant. Waouh. Après avoir passé 5 heures sous terre, les apprentis spéléologues retrouvent la lumière et prolongent leur découverte du riche patrimoine naturel de la région. Comme vous voulez. Oh, tu as mis ta belle tenue. Tu as vu ça? Génial. Ça va bien avec tes yeux bleus. Toi aussi, t'as de beaux yeux, tu sais. Oh, t'as de beaux yeux, tu sais. Eh bien, écoute, tu vas prendre le fauteuil du roi, maintenant que les gardiens sont là. Avec toi? Et avec moi, allez. Ici? Oui, oui. Allez, t'es à côté de moi. Plus près de moi, tu peux pas, hein. Allez. Bon, tenez-vous, hein. C'est une mécanique increvable. Ah, ça, il a mon âge. Là, tu vas trier le bétail? Là, ils vont trier le bétail. C'est là, isoler une bête. Hein. Voilà. Ça va, tout le monde m'entend? Oui. Ouais? Ok. Dans une manade, il faut savoir qu'il y a une hiérarchie. Donc, en haut de la liste, on a la chef, donc on a la manadière, on a Nénette. C'est celle que vous avez vue à l'accueil tout à l'heure. Merci, merci. Et la petite dernière, c'est Ellie. C'est la gardianette. La gardianette, c'est la personne la plus jeune dans le travail. Donc, s'il y a un problème aujourd'hui, c'est la faute à Ellie. Les taureaux, ils veulent pas sortir. C'est la faute à Ellie. L'apéro, il est pas bon. Voilà, je vois que c'est bien rentré. Donc, devant vous, vous avez l'élevage. Donc là, il n'y a que les femelles. Et il y a un seul mâle. C'est le mâle reproducteur. À votre avis, elles servent à quoi, ces vaches? Ah ah, bien joué, j'ai eu un début de réponse là-bas. Il a dit le taureau piscine. Faire passer la vachette dans la piscine ou lui mettre des anneaux autour des cornes, tout ça. Donc ça, c'est nos petites vachettes. Les cavaliers vont commencer à trier les bêtes qu'il faut pour aller jouer dans l'arène. C'est spectaculaire, hein. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'expérience. Ah ben, c'est du travail, oui. Les gardiens qui arrivent vraiment à canaliser les bêtes, c'est fou. Hein. Ah ben, là, c'était un petit peu obligé, mais le cheval t'aide beaucoup quand même. Hein. Ouais. Le cheval, quand il sait la bête qui a trié, il n'y a pas de souci, il t'aide. Surprenant, c'est que tu fasses un métier en fait qui est a priori à l'époque où tu as commencé en tout cas réservé aux hommes. Hein. Les femmes n'étaient pas légion à l'époque, non? Non, on n'était pas nombreuses. Il faut que nous, les femmes, on montre 2 fois plus qu'on est capable de faire un truc, alors qu'un mec qui arrive dans une manade avec un cheval, si le cheval n'est pas trop mauvais, on ne va pas lui demander autant de choses qu'on va nous demander à nous. Nous, il faut qu'on soit supérieur à eux. Mais quelque part, c'est pas plus mal. Parce qu'une fois qu'on y est arrivé, là, après, on nous respecte. Ouais. Mais on ne nous respecte pas d'entrée du premier jour. Je suis admiratif, en tout cas, de ton parcours. Sache-le. Moi, je suis fière aussi de ce que j'ai fait. Tu peux.
Ah ouais, on les voit bien près là. Ouais, tu as vu, c'est quand même... Elle gratte avec le pied comme ça, on voit ça souvent dans les dessins animés. Alors, est-ce que ça a une signification réelle Tout à fait, c'est pas forcément qu'elles vont attaquer, c'est surtout qu'elles te disent fais attention. Okay. Donc je gratte, fais attention, ne rentre pas dans mon champ. Mais tu peux rentrer si tu veux. Hein. Oui, bah, je vais voir, oui. S'il y a des courageux là, vous pouvez y aller. Oh, de Jérôme, il veut venir. Regarde la souplesse. Ouais, on applaudit. Allez, je peux aller. Ça m'étonnait de toi que tu me laisses en dehors de ça. Au lieu de rigoler là, il faut y aller. Allez, attention à la vachette. Hop, hop, hop. Bien, faut esquiver. Celui-là, il a un peu plus de gaz. Esquivez. Attention. Allez, les bijoux de famille. Ouais. Touché. Waouh, Jérôme, je te félicite. C'est sportif. Puis sportif. Tu nous as fait une belle roulade. Hein. Ah bah moi je suis toujours généreux dans ce que je fais. Bon. Je suis fière de toi. Vraiment, participer à fond jusqu'au bout. Il a bien été formé. Hein. C'était mon stagiaire. Je t'ai pas vu faire de roulade, au fait. Non, mais je regardais, je voulais pas te enlever le spectacle, c'est toi qui faisais. Je trouve quand même que c'est un métier de passion, ça vous l'incarnez parfaitement bien. Un métier aussi voilà, où on prend des risques, parce que j'imagine que quand une bête charge que vous êtes en train de trier dans le pâturage, il y a une notion de danger quand même dans votre métier, même, oui. qui est ajoutée à cette passion et ce savoir-faire. Et cette tradition vous fait perdurer, je trouve ça super que vous proposiez ça aux gens, que ce soit pédagogique aussi à travers les explications. Et merci, j'ai envie de vous faire un câlin. Merci, c'était une très belle rencontre. Bonjour. Bonsoir même. Vous avez une réservation? Oui, Jérôme Pitorin, j'ai réservé pour une nuit. Enchanté, on s'était parlé au téléphone. C'est où j'ai eu au téléphone, oui, super. On peut se tutoyer si avec vous plaisir. le souhaitez. Allons-y. Découvrir ça. Alors c'est quoi le concept au départ, l'idée? Alors c'est vraiment un concept expérimental. On est parti avec 2 lodgebots. On a regardé un peu si les clients étaient amenés à venir aussi, si ça plaisait. Faire des rectifications suivant ce qu'ils avaient vécu, et bien s'ils sûr, bien, pas bien. Selon leur expérience justement personnelle. Et du coup après on est parti sur ce prototype et qui s'appelait énormément. Et c'est surtout assez surprenant de voir des logements flottants comme ça dans un port de plaisance, parce que normalement c'est pas autorisé. Mais effectivement, alors on est homologué bateau. On peut mettre un moteur à l'intérieur justement des terrasses des lodgebots et ainsi pouvoir naviguer. Mais naviguer, voilà, les déplacer ici. Bien sûr, on les part pas en mer avec. De toute manière, tu constateras également qu'ils sont amarrés, donc il n'y a aucun risque. Hein. C'est celui-là? C'est celui-ci. Ah, c'est celui-ci, oui, très bien. Il est juste ici. Ok. Hop. Je te laisse le découvrir. Merci. Avec plaisir. Ah ouais. C'est confortable, hein? Bon bah écoute, je te laisse les clés et je te souhaite un excellent séjour. Bon retour, prudence sur la route. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Dans la région, les habitants ont appris à vivre avec un élément qui donne parfois le tournis, le vent. Certains s'en donnent à cœur joie sur la plage de Leucate. Avec près de 300 jours de vent par an, c'est l'un des endroits les plus venteux de France. Que l'on soit passionné ou non par la glisse, ici la tramontane, ce vent de nord-ouest, fait partie intégrante du paysage et régit le quotidien des hommes. Ici, on est vraiment dans un endroit où on peut voir que le vent a travaillé, a fait travailler les éléments et la falaise. Voilà. Ce qu'on peut distinguer derrière moi, là, on voit toutes les strates de la falaise. Ces différentes strates de calcaire, de couches de sable et ainsi de suite. Et on voit que la force du vent a sculpté tout cet endroit-là. Elle retire le sable qui est entre les strates et les strates s'affaissent tout doucement là.
Laurent est technicien et gardien de phare. Depuis 27 ans, il travaille sur celui de Leucate avec sa femme. Dans les environs, ils font sans doute partie des personnes les plus exposées au vent. Ah, bonjour mon amour. Qu'est-ce que tu fais là? Je termine ça. Ah, il est beau celui-ci. Hein. C'est le regard intérieur. Ah, c'est super en tous les cas. Bon, je monte en haut du phare, j'ai du boulot à faire et on se voit tout à l'heure. Allez. Artiste peintre, Janine a trouvé ici son petit cocon. Il y a des moments où le vent est tellement violent qu'en fait, j'ai pas envie de sortir de chez moi. Et donc à ce moment-là, je vais dans mon atelier. Et ce qui est super, c'est que dans mon atelier, il y a de la musique. Le vent qui se met à me jouer un petit concert et du coup, il m'accompagne dans ma création. C'est à 40 mètres au-dessus de la mer que Laurent travaille pour assurer l'entretien électrique et mécanique de son phare. Avec le vent, les embruns se collent sur les vitres du phare, surtout côté mer. Donc on monte ici, nettoyer un peu les vitres. Parce que les vitres sont grasses avec le sel. Ce soir, il va éclairer de 1000 feux ce phare. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de vent. On n'a que 9 km/h de vent. Je crois que le record s'est établi à 180 km/h ici, voire plus peut-être. Des fois, on dit que le vent, il rend fou. Et ça, c'est vrai des fois. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui passent une semaine de vacances ici et qui subissent une semaine de vent. Ils se disent comment vous faites pour vivre avec un vent pareil. Voilà. Écoutez, on s'est habitué et on fait notre vie avec. Voilà. Et même, c'est un élément important de notre vie, le vent. Comme Laurent, d'autres travaillent aussi en prise directe avec le vent. Depuis l'Antiquité, les hommes du territoire ont su en faire une ressource. Aujourd'hui encore, leur savoir-faire se perpétue et l'on continue de récolter de la fleur de sel grâce au cerce, un vent de nord-ouest qui assainit l'air. Salut Stéphane. Salut Louni. Ça va? Ça va? Il y en a? Il y en a pas mal. Celle-là, elle est jolie. Le cerce ici qu'on a, le vent de nord-ouest, c'est vraiment ce qui va faire qu'on a un très bon terroir pour le sel. Il va doubler l'évaporation et c'est ce qui va nous permettre d'être productifs. C'est pour ça qu'il y a des salins ici, parce qu'il y a du vent. Et donc cette fleur de sel, dès qu'elle va se cristalliser, elle va se pousser contre les querelles qu'on voit ici et on va venir la ramasser contre ces querelles où elle va doucement sombrer. Après on va venir la ramasser. Fidèle à la tradition familiale, Loni a grandi sur les salins de Gruissant et a appris le métier de saunier auprès de son père. Ensemble, ils s'occupent de régler les niveaux d'eau des bassins et d'en contrôler la densité de sel. Allez, bien marche. Hein. On va voir ce que ça fait. 1085. Ah ben c'est bon, hein. C'est pas aussi, c'est bien. Hein. Exposée au vent dominant, l'eau de mer arrive dans un premier bassin avant d'être ensuite évaporée de bassin en bassin pour arriver à une forte concentration de sel. Elle attire alors une micro-algue qui prolifère et teinte l'eau de ses plus belles couleurs. Le métier de saunier, c'est un créateur de nuages. Pour faire 1 kg de sel, il faut évaporer 40 litres d'eau. Vous voyez un peu. Et ici, on fait 15 000 tonnes de sel. On n'agit pas sur les éléments, c'est la nature qui fait le sel. Et nous, on l'accompagne. On règle la vitesse de l'avancée des eaux, mais après, s'il fait beau, il fait beau, s'il ne fait pas beau, il ne fait pas beau. D'une grande pureté, riche en oligo-éléments, la fleur de sel est considérée comme un produit d'exception dont les sauniers prennent le plus grand soin. Voilà, bon, ça là, elle va s'essorer un peu mieux. Elle est jolie ce matin. Elle est jolie, hein. Patrice a sauvé ses salins, témoin de son enfance, voué à l'abandon au début des années 2000. Mon premier contact avec le sel, ça a été sur une camelle de sel comme ça. J'avais 4 ans, mon père m'a mené sur le salin, et je suis monté dessus. Et je suis redescendu en courant, la vitesse m'a pris. J'ai glissé sur le sel, je me suis frappé les coudes et les genoux. Le contact a été vif, mais
Mais je suis encore dans le sel. Voilà. C'est ma planète. Hein. Les extraterrestres, c'est mes visiteurs. Si la nature se montre généreuse envers Patrice et son fils, ils la lui rendent bien. Avec leur exploitation, ils ont mis en place tout un écosystème dont le milieu aquatique favorise la nidification des oiseaux migrateurs. Preuve que l'homme et la nature peuvent cohabiter intelligemment. Bonjour Jérôme. Ça va Barthélémy? Bienvenue à l'abbaye de Fontfroide. Merci, je suis très heureux de visiter ce lieu. Un trésor du patrimoine narbonnais. Absolument. Des siècles d'histoire même. Oui, c'est quasiment un millénaire. Hein. Elle a été fondée, un millénaire? Eh oui, fondée en 1093, donc on va bientôt fêter le millénaire de l'abbaye. Ah bah dis donc, on se porte bien, hein. Oui. Malgré son grand âge. Alors, je regardais en arrivant, là, l'abbaye est très impressionnante en fait, il y a énormément de bâtiments. Ce sont des moines ermites qui vivaient dans les collines aux alentours, qui décident de se regrouper en communauté de moines bénédictins au départ, et puis très rapidement ils deviennent cisterciens. D'accord. Bienvenue dans la roseraie de Fontfroide. Ah, c'est une roseraie. Ah oui, c'est vaste, dis donc. Il y a plein de parterres, c'est magnifique. 1500 plants de différentes variétés de roses. Ça a toujours été un jardin d'ornement ici ou c'était autre chose? Non, pas toujours. Alors, à l'origine, c'était le cimetière des moines. D'accord, ok. C'est une des raisons pour lesquelles les roses poussent si bien. Oui, d'accord, c'est un bon fertilisant. Ensuite, ça a été le potager également. Et ce n'est qu'au 19e siècle que cette partie est transformée en roseraie. Toi, tu es un descendant du propriétaire, de celui qui a racheté cette abbaye, c'est ce que j'ai cru comprendre? Gustave Fayet, donc, qui était mon arrière-arrière-grand-père, qui a racheté l'abbaye en 1908. D'accord, qui n'était pas du tout dans les ordres. Absolument pas. Ouais. Il habitait à côté de Narbonne. Il venait souvent ici et un jour, il a appris que Fontfroide était à vendre et surtout qu'un riche Américain était sur les rails pour démonter le cloître et le remonter aux États-Unis. Hein? Et quand il a su ça, vraiment, il n'a pas pu laisser faire cette chose-là. Okay. Donc, il a décidé de racheter Fontfroide à ce moment-là, de la restaurer et d'en faire non seulement un lieu de vie, mais un lieu d'accueil, et notamment pour les artistes. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, on continue à recevoir des artistes. J'ai envie de tout renifler, moi. Oui. Tout sent bon. Quel volume! Impressionnant, hein? Ouais, c'est fou. Il y avait combien de moines ici? Il y a eu jusqu'à 300 moines. Donc il y avait des frères convers et des moines. Frères convers? Alors les frères convers, en fait, c'était des moines qui avaient le droit de sortir de l'abbaye pour aller travailler les terres qui se trouvaient à l'extérieur. Ah. Et les moines, eux, ils restaient dans l'enceinte de l'abbaye. La différence se faisait au niveau du latin. C'est-à-dire ceux qui savaient parler latin, comprendre le latin, c'était les moines. Et les frères convers qui ne parlaient pas le latin étaient à l'extérieur. Voilà, donc là, nous sommes dans la salle à manger. C'est l'ancien réfectoire des moines. Et ensuite, qui est devenu la salle à manger de Gustave Fayet. Et puis aussi la salle à manger familiale. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs enfants avec mes arrière-grands-parents qui venaient ici l'été. Et de grands repas de famille autour de cette table. Voilà, j'en garde des souvenirs enfants, vraiment des très très beaux souvenirs. Et qu'est-ce que ça fait d'évoluer dans ce cadre-là, à cet âge-là? On se dit quoi alors? On n'a pas vraiment conscience en fait. Ici à Fontfroide, on recevait des personnalités exceptionnelles. On a reçu ici la reine-mère d'Angleterre, qui était la mère d'Élisabeth II d'Angleterre. Ah oui. Je voulais te montrer ce magazine qui date de cette époque-là. Ah oui, en effet. Et voilà. Et donc, j'avais eu la chance d'être photographié à ses côtés.
C'est vrai? Voilà. Moi, je suis là. Tu vois, le petit garçon de 12 ans avec son petit nœud papillon. Oh là là. Voilà. Oui. J'ai un peu changé. Ah, tu t'étais vraiment endimanché, mais en même temps, les circonstances. Donc ça, c'est toute ta famille qu'on a Voilà, là toute la famille qui était réunie donc pour pouvoir recevoir la reine-mère d'Angleterre, qui a d'ailleurs déjeuné à cette table. Donc si je comprends bien, il faut être une tête couronnée pour que tu mettes un nœud papillon. Moi, j'arrive, j'ai même pas une cravate, quoi. Voilà. Ou alors que j'ai 12 ans, parce que depuis mes 12 ans, j'ai pas remis un nœud papillon. Ce piano qu'on entend là. C'est une artiste qui répète pour le concert qui va avoir lieu dans quelques jours, dans le cadre d'un festival qu'on organise. Donc vous faites souvent comme ça des événements culturels? Oui, régulièrement. Ouais. Voilà, on a des concerts ou également des artistes qui viennent en résidence. Voilà, on arrive devant la bibliothèque. C'est original cette porte. Ah, t'as carrément 2 clés. Ah bah oui, là, on est devant un coffre-fort. Et pas n'importe quelle clé, dis donc. J'en ai 4 même en tout. Oh, voilà. On change encore d'atmosphère là, c'est très feutré là. Rien à voir avec ce qu'on avait vu jusque-là. Ouais. Évidemment, c'est pas la bibliothèque des moines, puisque les moines, lorsqu'ils ont quitté Fontfroide, ils ont tout emporté avec eux. La dernière communauté, une grande partie, je pense, des livres ont disparu au moment de la Révolution. Et ça, c'est vraiment la bibliothèque qui a été créée par Gustave Fayet. C'est lui qui l'a pensée, et c'est lui également qui a demandé à son ami Odilon Redon de décorer chaque côté de la bibliothèque, le jour et la nuit. Au début de sa carrière de peintre, il était sur un travail sur le noir. Oui, le sombre. Voilà, essentiellement. Et puis, un jour, il a découvert, on peut le dire comme ça, la couleur. Et il s'en est plus jamais séparé. Voilà. Et donc là, on voit vraiment les deux facettes de cet artiste, à la fois le noir, la nuit, et à la fois la lumière, la couleur, le jour. Je te sens très admiratif de ce qu'a accompli ton aïeul. Forcément, puisque c'était un homme complet. Il était à la fois vigneron, comme moi, mais en même temps, c'était un homme d'affaires aussi, et en même temps, c'était un collectionneur, et en même temps, c'était un artiste, et en même temps, il a racheté Fontfroide, il a rénové Fontfroide. Voilà, forcément, c'est quelqu'un qu'on ne peut qu'admirer. Bah, chapeau, franchement, je m'attendais à voir un bel endroit, mais j'ai été subjugué par plein de choses ici. Et je ne m'attendais pas à être aussi surpris et émerveillé par ce lieu. Érigés au XIIe et XIIIe siècle, les châteaux du pays cathare ont de quoi donner le vertige. Après avoir vu passer l'archevêque de Narbonne, le château de Villerouge-Termenès accueille de nouveaux visiteurs venus remonter le temps. Un peu de sel pour ce gueux. Un peu de sel pour ce gueux. Longue vie à Dame Catherine. Dans ce restaurant médiéval, on festoie, on ripaille et l'on s'habille comme au Moyen-Âge. Vous avez les costumes de Monseigneur ou de l'archevêque de Narbonne. Merci. Ah, parfait. Et vous là? Les gens sont rentrés dans mon univers. Aussi bien au niveau des costumes que des repas, ils sont contents, ils sont satisfaits. Souvent, les gens me disent qu'ils se sont oubliés eux-mêmes et qu'ils étaient vraiment dans le XIIIe et XIVe siècle. Ils ont oublié qu'ils avaient un costume, ils ont oublié qu'ils avaient une coiffe. Ils sont rentrés dans le concept vraiment. Une place, c'est pour les os? Non, les os, on les jette. Est-ce qu'on a encore un peu de vinasse, là? À la table de l'archevêque, le coquelet. Vous, gentes dames, prenez le coquelet par les deux pattes. Prenez-le. Prenez votre petite sauce à côté. Voilà, vous allez le dépecer, vous allez tremper dedans et vous mettre en bouche. Le tranchoir, il faut qu'il soit bien imbibé pour pouvoir après le manger. Avec plaisir. C'est bien bon. C'est avec sa femme que Thierry a monté ce restaurant unique en son genre. Dame Gertrude, la tourte du Roman de Fred pour la table 4. Alors, et voilà, tourte du Roman de Fred. Merci Dame Gertrude. Là, on a la tourte à la viande qui était servie pendant les repas de banquet, qui était en tourte, bien entendu. Et on la servait avec la salade, la petite sauce verjus avec, et qu'on mange avec les doigts. Ça, c'était très prisé pendant le Moyen-Âge.
Pour trouver ces recettes, on s'est inspiré des livres de cuisine Le Talévent, Le Ménager de Paris. Et puis ensuite, on a fait des recherches par rapport aux épices. Il y en avait énormément au Moyen-Âge. C'était un signe de richesse pour eux. Donc nous, avec les goûts d'aujourd'hui, il a fallu qu'on les diminue. Donc on met 10 à 15% seulement d'épices. Sinon, ce serait immangeable pour nous. Quand la mairie a proposé au couple de reprendre le restaurant du château, Thierry a eu envie de plonger dans l'univers du médiéval qui lui était jusqu'alors inconnu. La première fois que je suis venu ici, j'ai été attiré par une atmosphère, par ces pierres, voilà, j'ai été attiré. Ça me donne une force, ça me donne une énergie positive. Et depuis, je vis et je dors pour le Moyen-Âge. Dans la région, Thierry n'est pas le seul à s'adonner à la passion du médiéval. Classée au patrimoine mondial par l'UNESCO, la cité de Carcassonne a conservé ses 3 km de remparts, ses 52 tours et son chevalier. Mes costumes, c'est ma vie. Parce qu'en fait, j'ai arrêté les vêtements classiques, je ne porte plus que mes costumes. Alors aujourd'hui, il fait chaud, pas de cuir, enfin pas de cuir. On va prendre l'armure, car il y a atelier pour les enfants de chevalerie. Avant, je mettais la ferraille, mais 15 kilos, c'est trop. Et évidemment, au Moyen-Âge, il n'y a pas de poche. Alors, ils ont inventé les poches amovibles. Et évidemment, un chevalier sans son sceau n'est pas un chevalier. Et puis, en tant que chevalier de Carcassonne, ici, sur mon sceau, j'ai gravé un petit chevalier. Maintenant que j'ai installé mes poches, eh bien, je vais pouvoir prendre ma boîte enluminure, incontournable dans ce monde. Et puis c'est prêt, direction la cité. Artiste et fervent défenseur de la culture médiévale, Gwen donne des cours de combat d'épée aux jeunes visiteurs de la cité. Quand on a les coudes pliés, avec un doigt, ça finit dans la tête. Alors que si on a les bras un peu plus droites, les bras bien tendus, eh bien là je peux taper, et même taper fort. Elle la prend plus dans la tête. Chevalier avec le jeune chevalier, viens ici. Et 2. Et 2 de l'autre côté. Et 3 en bas. Je suis un Peter Pan, il n'y a rien qu'à voir comment je m'habille tous les jours. Il y a un côté quand même, je suis retombé en enfance. Sauf que en tant qu'artiste, je peux le vivre bien. Et quand les gens comprennent que je suis un artiste, tout de suite ça passe bien. Venez là devant moi, les chevaleresses et chevaliers. C'est le moment que je préfère, c'est quand je me fais taper dessus. Heureusement, je suis équipé. En garde, assaut. Allez, je suis steak haché. C'était rigolo pour l'attaquer, mais il est fort quand même. Par Saint-Michel et par Saint-Denis. Moi, Gwen, chevalier de Carcassonne, fais de toi un chevalier. Relevez-vous, chevalier Elric. Après avoir travaillé pour différentes fêtes médiévales à travers la France, Gwen a eu envie de s'installer à Carcassonne, l'endroit rêvé pour partager sa passion avec le public. Le but de s'habiller en chevalier, c'est ramener du vivant. Les belles pierres, c'est magnifique, mais si on ne ramène pas du vivant, du personnage, du rêve, eh bien il manque quelque chose à la magie d'une telle cité. Chaque année, des combats de chevalerie viennent aussi rythmer la vie de la cité. Une belle façon de maintenir l'héritage médiéval de la région pour qu'il ne tombe pas dans les oubliettes. Eh bien, c'est très beau ici. Tu vois, Jérôme, je voulais pas te faire partir de notre si beau territoire sans t'amener ici. C'est un spot incroyable. On est sur les tentes de l'Hérault. C'est un endroit qui me tient à cœur et je crois qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Non, surtout qu'avec cette lumière tombante là. Alors j'ai une petite surprise. Ah. Roulement de tambour. Je ne voulais pas que tu partes sans goûter
la galette occitane. Oh, joli, avec la croix. Donc c'est un gâteau typiquement Côte du Midi. Voilà, donc je te propose qu'on aille le craquer. D'accord. Le manger. On se trouve une très belle idée. Petit spot. On peut aller par là-bas si tu veux. Ouais, si tu veux. Ouais. Allez, très bien. Donc, très bien. Et on nous en voudra pas si c'est un gâteau de Côte du Midi et qu'on le mange le soir. Non, ça va, bon, ça va. Ça ira très bien. On s'assoit ? Ça marche. Petite table improvisée. Toi, tu aimes bien venir particulièrement à cet endroit-là ? Oui, c'est un endroit qui me parle. C'est très ressourçant. Et j'y allais avec mon grand-père aussi. Papy a été un peu l'ambassadeur de sa région. Et donc il m'a amené dans ces endroits un peu insolites, un peu pas secrets, mais intime. C'est vrai que ça dégage beaucoup de sérénité. Voilà, c'est un endroit zen. Et tu entends ? T'entends, non ? Ouais. Le pot du gâteau qui commence déjà à réclamer. Je crois qu'il se de lui, craquait là, donc je pense qu'on va le croquer. Je crois qu'on va attaquer, moi. Hein ? Allez, tu le craques. Ouais. Comme ça. C'est une pâte brisée, c'est quoi ? Alors c'est une pâte pur beurre. Ouais. Avec des pignons. L'amande. Tu as de l'amande. Non, il y a un petit goût aussi, après le croquant, là, d'amertume, en fait. C'est quoi ? Tu sais ce qu'il y a dedans qui donne cette amertume ? On retrouve, en fait, le goût du bigardier. Bigardier ? Qu'est-ce que c'est un cousin de l'orange, en fait. Donc c'est un agrume plus amer que l'orange et qui va donner ce goût sur une galette occitane. Ok. Jérôme, tu me disais de ne pas connaître ce territoire. Oui, c'est vrai que je n'étais jamais venu dans la région en fait. Mais j'imaginais pas qu'il y ait déjà l'omniprésence de l'eau ici. Alors évidemment, il y a la Méditerranée, ça je le savais. Mais qu'il y avait autant d'étangs, de lagunes, de marais. Et comme c'est une zone protégée aussi, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ce que j'ai bien aimé, c'est de sentir que des gens comme toi, que j'appelle souvent les ambassadeurs, alors à votre manière, chacun, vous avez cette envie peut-être plus qu'ailleurs de dire hey, chez nous venez parce qu'on a plein d'atouts et qu'il y a plein de jolies choses à voir chez nous. Et c'est comme Nénette, je sais pas si tu connais, oui, la manade de Tournebelle, voilà. Donc Nénette, Aude, Audrey, toutes les personnes de la manade là-bas. Et c'est pareil, il y a vraiment très envie de transmettre cette culture. Et puis eux, ils vivent en zone totalement naturelle, protégée. Et ça aussi, c'est assez rare. Je suis ravi. Moi, je vais apporter ce regard différent d'une tradition familiale. Parce que je suis né ici, mes parents, mes grands-parents, mais avec un regard aussi ouvert sur le monde. Encore un grand merci, Franck. Je t'en prie. D'avoir vraiment fait partager ton enthousiasme pour ta région. Et j'espère que vous avez apprécié, tout comme moi, ce pays narbonnais, ce pays du Midi, la côte du Midi. Et puis, je remercie également tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce beau programme. À très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. Et comme on dit ici, à bientôt. À bientôt. Bye bye. À bientôt.